Même si j'aime mon métier à la folie, j'ai tout à fait conscience des limites qu'il peut avoir. Et si les films, de temps en temps, peuvent changer un petit peu la vie ou ouvrir des fenêtres vers d'autres choses, ça reste quand même un petit supplément de vie qu'on vient chercher quand on va dans une salle de cinéma. Bonjour Reda Kateb. Bonjour. Aujourd'hui, nous nous voyons pour Les Promesses, un film de Thomas Kruithoff, où vous jouez à côté d'Isabelle Huppert, qui elle-même joue la maire de gauche, on pourrait dire, sans doute, d'une grande ville de banlieue parisienne, en fin de mandat, qui est prête à passer la main à une adjointe plus jeune et moins blanche qu'elle. Et vous êtes, vous, le directeur de cabinet d'Isabelle Huppert. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Jusque-là, impeccable. D'accord. Vous êtes vous-même né et vous avez grandi dans une cité à Ivry-sur-Seine. Vous habitez Montreuil depuis longtemps. Cela vous donnait-il une légitimité, un ancrage ou je ne sais quoi d'autre pour jouer ce personnage d'adjoint au maire? En termes de légitimité, je ne sais pas, mais en termes d'ancrage, oui, certainement. En tout cas, j'ai été confronté à la politique d'un point de vue local, municipal, dès mon enfance et à l'impact que ça pouvait avoir sur ma vie, notamment enfant dans les activités auxquelles je pouvais participer, les séjours de vacances, les accès à tarifs réduits à la cantine, enfin à plein de choses dans lesquelles je savais que c'était parce que j'habitais dans une mairie qui avait une politique comme celle-là que toutes ces choses étaient possibles. Et ça aurait été peut-être beaucoup plus difficile si j'avais grandi dans une ville où la municipalité n'avait pas cette politique-là. Ouais. Donc oui, et à Montreuil également, j'habite une ville où il y a une véritable volonté de mixité de la part de la municipalité et de soutien aux plus fragiles, aux plus précaires, qui est au-delà des discours, dans les actions concrètes du maire et de ses collaborateurs. Ouais. La séduction, le jeu, le mensonge, les masques, la relation au public font partie du métier d'acteur, et comme celui du politicien. Est-ce que vous faites un parallèle entre les deux métiers? Parfois, des gens le font lorsqu'ils voient le film. Ça a ses limites. Moi, je pense que oui, parmi les points communs, il peut y avoir la notion de personnalité publique, d'avoir un porte-voix fort pour s'exprimer, une forme peut-être aussi de responsabilité. Lorsqu'on prend la parole et qu'on est écouté, ça donne une certaine responsabilité à choisir ses mots, à les peser, à essayer de trouver les mots justes. Mais je dirais que là, on est dans le cadre d'un acteur pris en promotion d'un film. Et le travail de l'acteur est beaucoup plus de se laisser dérober des choses, de se laisser finalement prendre des choses à son insu et donner vie à des personnages plutôt que un geste volontaire de faire passer des idées, de faire passer des messages, de transmettre des convictions. La prise en charge de l'acteur est celle de l'incarnation de quelque chose qui doit être vivant, avec aussi une forme de lâcher-prise qui n'est pas forcément le fort des politiques, le lâcher-prise. Et en ce qui concerne les mensonges, les masques, quand on joue, on enfile un masque. Oui, mais alors il y a ce fameux paradoxe du comédien, de mentir vrai, de faire du vrai avec du faux, et parfois du faux avec du vrai. Je trouve que le parallèle, il a ses limites, parce que pour un acteur, mentir, c'est quoi? C'est faire semblant que je suis directeur de cabinet le temps d'une histoire. Mais c'est comme un conteur, c'est quelqu'un qui vous raconte une histoire et qui certainement, peut-être vous fait passer des choses vraies à l'intérieur de ces artifices. Ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui va vous promettre un changement pour votre vie, qui va vous promettre que les choses vont s'améliorer. Moi, j'ai tout à fait, même si j'aime mon métier à la folie, j'ai tout à fait conscience des limites qu'il peut avoir. Et si les films, de temps en temps, peuvent changer un petit peu la vie ou ouvrir des fenêtres vers d'autres choses, ça reste quand même un petit supplément de vie qu'on vient chercher quand on va dans une salle de cinéma.
autre chose, un peu plus que la vie quotidienne, quoi. On peut se parler, non? Tu fais la gueule à Clémence, mais moi, tu peux quand même me dire bonjour. Bonjour. J'aimerais juste comprendre comment t'en arrives à planter quelque chose pour lequel tu te bats depuis 20 ans. Justement, Yazid. Des plans, ça fait 20 ans que j'en vois passer. Je sais bien que l'État trouvera toujours une bonne raison pour ne rien faire. Alors là, au moins, nous, on garde nos sous dans nos poches. Et tu sais pourquoi on en est arrivé là? Parce que dans ce pays, il y a beaucoup de gens qui pensent que l'habitat insalubre dans les banlieues, c'est d'abord un problème d'écran plat. Bah ouais. Les gens préfèrent s'acheter d'immenses écrans plats avec des abonnements multisports, des consoles de jeux, plutôt que de payer leur charge. Et il n'y a pas beaucoup de gens capables de comprendre que pour les pauvres, un bel écran, c'est d'abord une manière de garder les enfants à la maison. Oh, tu nous comprends, Yazid, merci. Ça me réchauffe le cœur. L'acteur installé que vous êtes, reconnu par la profession, hein, qui vous a décerné un César du meilleur second rôle pour Hippocrate, n'a-t-il pas peur de l'embourgeoisement, un peu comme votre personnage dans le film, qui a quitté un milieu populaire pour les dorures, on va dire, légèrement pas très dorées de la mairie d'une grande ville de la banlieue rouge? Mon personnage se présente au début du film en disant, lors d'une des premières scènes du film, en disant j'en ai marre de manger des kebabs, moi aussi j'ai envie de manger des courgettes bio et d'aller habiter à Paris. Moi je trouve que le luxe que j'ai aujourd'hui, c'est de certains jours manger des kebabs et d'autres des courgettes bio, mais que j'ai pas forcément à choisir entre l'un et l'autre. Ma chance, c'est de pouvoir naviguer dans différents milieux, dans différents endroits. Et donc, l'embourgeoisement, j'imagine, c'est quand on se fige, quand on cesse de bouger. Et au-delà de ma vie matérielle qui s'est améliorée, etc., le métier d'acteur me permet, dans mon travail, de me mettre à la place des autres. Puisque jouer quelqu'un, c'est endosser le costume d'un autre, c'est essayer de comprendre comment cette personne pense, comment cette personne vit dans d'autres réalités. Ça ouvre et ça assouvit une curiosité sans fin, en fait, des autres, de l'autre, de l'altérité, quoi. Et ça, je pense que c'est un bel antidote contre ce qu'on peut appeler l'embourgeoisement. Mais il n'y a rien de déplaisant, ni de suspect, ni de dangereux à avoir une vie moins précaire et plus confortable. Il ne faut pas, en plus de tous les sacrifices qu'il faut pour finalement à un moment arriver à un peu de réussite, s'encombrer de culpabilité de ça. Même si des fois ça peut venir, il faut dépasser ça et considérer qu'on est légitime. En tout cas, c'est comme ça que je me considère. Et en parlant de culpabilité, est-ce que vous faites attention dans vos choix de carrière de conserver ou d'accepter des rôles justement de personnages de milieux plus populaires pour pas interpréter que des bourgeois? Oui, je crois que dans ma filmographie, il y a toutes sortes de milieux, toutes sortes de mondes. Je ne confonds pas mes personnages avec une représentation que je voudrais donner de moi-même. J'estime que moi, en tant qu'acteur, je dois toujours être derrière mes personnages. Pour le coup, je ne me vois pas comme un modèle de quoi que ce soit ou une figure de quoi que ce soit actuel. Je ne considère pas du tout mon parcours et mes choix comme des choix éminemment politiques à chaque fois. En revanche, je ne me verrais pas être jouer dans un film qui trimballe un message ou qui véhicule quelque chose avec lequel je serais profondément en désaccord. J'aurais beaucoup de mal à le faire. Mais je peux être dans des choses totalement apolitiques, ça c'est sûr. Après votre rôle de médecin dans Hippocrate, d'éducateur dans Hors Normes, vous êtes à nouveau avec ce rôle d'adjoint au maire dans un métier à portée sociale. On sent un intérêt, une tendance naturelle à prendre soin des autres. D'où vous vient ce côté grand frère, s'il existe? Certainement de loin, mais je pense que l'empathie, ouais, c'est justement grâce à ça aussi que je peux me mettre à la place des autres et du coup raconter leurs histoires, les jouer en ayant une approche des autres qui n'est pas que une approche
intellectuelle ou de confirmation de mes propres, de mes propres idées, de mes propres pensées, mais que finalement, remettre les compteurs à zéro et remettre à plat ce que soi-même, ses propres certitudes, quoi, les propres certitudes qu'on peut avoir, et essayer de fonctionner différemment pour s'approcher sensiblement, physiquement, dans l'incarnation, de comment quelqu'un d'autre peut penser ou réagir. Donc j'imagine que oui, la notion d'empathie, ça peut aider là-dedans. À part Zero Dark Thirty de Catherine Bigelow, où vous jouez un terroriste du 11 septembre, vous avez peu joué de vrais méchants, non? On a l'impression que vous êtes plus à l'aise quand vous jouez des personnages bienveillants, ou en tout cas pas complètement mauvais. Ça, pareil, ouais, j'ai fait, je sais plus, la série Engrenage au début, ouais, où c'était vraiment un vrai méchant. Bon. Tu le connais celui-là, là? Vous êtes bourré ou quoi? Vous avez bu trop de pinard à la cantine? Hein? Moi, je connais un bouffon comme ça. Qu'est-ce que t'en sais que c'est un bouffon, lui? Bah, qu'est-ce que j'en sais? Parce qu'il te ressemble. Hein? Ça se voit qu'il a pas gagné la Coupe du Monde. Ça te fait rire, hein? Donc tu dis que tu l'as jamais vu? Jamais vu, non. Je choisis pas mes rôles par rapport au côté vertueux des personnages qu'ils peuvent avoir. C'est vraiment par rapport à l'histoire qui est racontée et à l'épaisseur de ces rôles, aux contradictions qu'ils peuvent avoir, à la richesse qu'il peut y avoir artistiquement à les traverser, quoi. Et donc, gentil, méchant, les choses sont beaucoup plus complexes que ça, mais je peux jouer des personnages puissants, impuissants, je peux jouer des personnages honnêtes, menteurs, je peux jouer... enfin, j'ose espérer que je peux tout jouer et je prendrai en charge, en tout cas je prendrai à cœur, de la même manière, un personnage qu'on peut qualifier d'une ordure de l'extérieur que quelqu'un de très vertueux, quoi. Et vers quel métier vous seriez-vous tourné si vous n'aviez pas été acteur? À un moment, j'avais pensé à être avocat. Et par moments, je me dis, des fois, défendre les personnages, c'est presque en être l'avocat, d'une certaine manière. Sauf qu'il n'y a pas à connaître le code pénal, donc ça se passe différemment. C'est les défendre parce qu'on leur donne vie et puis on les fait raisonner avec qui on est. Voilà, il doit y avoir un peu à un moment cette vibration entre une composition qu'on fait et un personnage crédible dans son métier, dans ses attitudes, dans sa physicalité, dans ses gestes et tout ça. Et puis quelque chose qui nous dépasse un peu, où on met un peu de sa propre peau dans les personnages. C'est ce que j'essaye de faire. Il y a un avocat en particulier qui vous avait donné cette envie-là, ou c'était plus le fait de défendre? J'avais beaucoup aimé quand j'étais adolescent le film Streets of Philadelphia. Et ouais, je m'étais pas mal identifié dans le personnage de l'avocat. Ouais. Donc c'est plus une identification sur déjà un héros de fiction qu'un pour avocat le coup, qui aurait pu exister. Bah oui, et je trouve les films ont cet impact fort quand on est très jeune, de à la fois nous amener vers l'altérité, vers découvrir d'autres mondes, d'autres personnes, mais aussi se projeter, s'identifier. Et ça me reste, je pense à ça quand je suis en face de salles de cinéma remplies de jeunes gens. Je pense à ces films qui, d'un coup, vous ouvrent des portes et font changer votre regard à des moments où vous n'avez même pas encore réellement commencé votre vie, quoi. Enfin, votre vie autonome, en dehors de votre famille, quoi. Vous avez en tête comme ça un film, à part celui-ci, que vous avez découvert jeune et qui a eu un impact fort, qui aurait pu vous lancer? Il y en a eu beaucoup, hein, mais même sur des choses beaucoup plus ludiques, je dirais, mais les premiers films de Tarantino, tout d'un coup, Reservoir Dogs et Pulp Fiction, je me disais, ça doit être un régal de jouer dans des films comme ça, de jouer ces personnages, ces longues discussions un peu absurdes entre Travolta et Samuel L. Jackson dans la voiture sur le Royal Big Mac ou le double cheese.
Voilà, ça c'était des choses dans lesquelles mon désir de cinéma était déjà là. Donc j'avais envie de participer à des films qui présentent un peu une nouvelle manière de raconter des histoires et qui donnent le sentiment que les acteurs sont très libres et qui sont vraiment en train de créer la scène en même temps qu'ils la jouent, quoi. Vous n'avez pas fait d'école de comédie ou d'acteur, pas de conservatoire. Vous avez dit que vous tenez votre vocation de votre père, qui était lui-même comédien. Est-ce que c'était un choix d'être formé par la vie et pas par une école? Ce bain dans lequel j'ai été plongé, je n'avais pas vraiment choisi, quoi. Quand j'étais bébé et qu'on mettait le couffin dans la loge du théâtre pendant que mon père allait jouer, je ne savais même pas marcher. Donc j'avoue que non, c'est un peu le bouillon dans lequel j'ai grandi. Et ce qui me séduisait beaucoup, c'était la liberté, la vie d'artiste, beaucoup plus que le travail en lui-même, le travail sur des personnages, la réalité de ce que c'était. C'était plus pour moi partir en province, dormir à l'hôtel, manger au resto, rigoler avec des comédiens qui n'avaient pas l'air de prendre la vie trop au sérieux, qui n'avaient pas de patron. Toutes ces choses-là étaient extrêmement séduisantes dans un monde où parfois on vous promet qu'il va falloir s'arranger avec une réalité qui est pas forcément simple, quoi, qui n'est pas forcément facile. On parle de 8 ans. Il paraît que cette vocation est née à 8 ans. C'est pas un peu jeune? Bah, si, c'est certainement très jeune. Et franchement, je poserais pas à 8 ans le mot de vocation. Mais tout d'un coup, j'ai joué effectivement quand j'avais 8 ans dans une pièce d'un ami de mon père, dans un petit théâtre. Et tout d'un coup, ça a ouvert une porte vers un autre espace, vers un endroit dans lequel, une fois passé le passage de la coulisse à la scène, peut-être un endroit dans lequel vous pouvez être dans une autre temporalité, un autre rapport au temps que celui de la vie de tous les jours, et où du coup vous trouvez une forme d'espace de liberté, quoi. Et ça, je pense l'avoir ressenti assez clairement dès les premières fois, donc dès gamin. Ouais. Et pourquoi donc ce choix, ou peut-être pas ce choix, de ne pas avoir fait le conservatoire ou une école d'acteur Je m'étais donné à fond jusqu'au bac dans la scolarité. Après, j'ai fait un petit peu d'études en lettres modernes, mais très vite, j'avais envie de me confronter à la vie, j'avais envie de participer à monter des compagnies, enfin monter une compagnie avec des amis, faire des choses, et je n'avais plus envie d'être dans la position élève-professeur. Et pourtant, aujourd'hui, je continue d'apprendre, je prends des cours de différentes choses régulièrement pour des rôles ou pour préparer d'éventuels rôles à venir pour plus tard, d'autres choses. Mais cette position d'avoir des profs, j'en avais plus envie, quoi. C'était assez physique, pour le coup. Mais quel type de cours prenez-vous en ce moment, alors? Des cours d'anglais, notamment, des cours de tennis. Mais pour un peu de boxe aussi, pour des choses. Pour un rôle ou juste pour vous préparer pour d'éventuels rôles, comme vous l'avez dit? Là, c'est un peu les deux. Il y a des périodes pendant... Enfin, l'anglais, c'est un peu en continu, et puis il y a des périodes où j'ai des choses plus précises à préparer. Et physiquement, c'est par rapport, oui, à des choses que j'ai en projet, où je me dis que pour pouvoir vraiment tirer le meilleur de certaines scènes, notamment de scènes d'action, c'est bien de travailler physiquement avant, même quelques mois à l'avance, pour profiter au mieux des prochains chantiers. Et l'anglais, c'est pour renouveler votre expérience à Hollywood? Alors non, pas Hollywood, mais j'ai régulièrement soit des essais à passer, soit des projets, mais qui sont plus de l'ordre du cinéma indépendant, pas forcément aux États-Unis d'ailleurs, qui peuvent être aussi dans les pays nordiques ou des choses comme ça, en tout cas de choses en anglais. Et c'est toujours pour... Enfin là, voilà, il commence à y avoir des choses un peu plus précises, mais les moments où je prends des cours d'anglais, où j'ai pas une chose particulière à préparer, c'est l'idée de, dans les périodes un peu plus vides de ce métier, quand on n'est pas en train de tourner ou qu'on n'est pas en promotion, de se préparer à quelque chose dont on ne sait même pas encore ce que c'est, quoi. J'adore cette posture d'être sans cesse à se préparer à quelque chose. Et puis de pouvoir continuer, ouais,
d'être étudiant de choses, même quand on a 45 ans. Qu'est-ce qui nourrit votre jeu ou épaissit vos personnages? Des lectures, des films, des rencontres, des voyages? C'est beaucoup les immersions dans les métiers, dans les milieux dans lesquels se passent les histoires que je participe à raconter. C'est assez peu des films, assez peu des lectures, mais ça peut arriver. Mais c'est en général plus des infusions et des rencontres. Ben, par exemple, pour les promesses, est-ce qu'il y a eu une immersion dans une mairie, dans une municipalité? Alors non, je n'ai pas fait ce qu'on appelle vraiment une véritable immersion, mais j'ai rencontré un directeur de cabinet avec lequel j'ai passé un petit peu de temps, qui m'a expliqué son métier, à qui j'ai posé beaucoup de questions sur finalement le déroulement d'une journée type de ce directeur de cabinet et les différentes choses qu'il avait à gérer, donc pour y voir plus clair, parce que pour moi la base vraiment pour pouvoir ensuite embarquer les gens dans une histoire, c'est d'être crédible dans le métier. Donc ça passe par des choses très concrètes et la première chose c'est qu'est-ce qui se passe entre le moment où ce personnage se réveille et le moment où il va se coucher, quoi. Voilà. Comment ça se passe une journée de directeur de cabinet. Après, pour le reste, ça se fait ensemble avec le metteur en scène et c'est lui qui reste sur le moment du tournage vraiment le guide et celui qui vous accompagne dans cette notion de crédibilité, mais aussi évidemment de rythme donné à la scène. J'ai un rapport assez musical aussi au jeu, dans lequel je psychologise peu les rôles. J'essaye assez peu de me demander quels étaient ces traumatismes de l'enfance, enfin, l'histoire du personnage, chercher, gratter la backstory et tout ça, mais plus quel est son rythme, quel est le rythme intérieur d'un personnage et quel est le rythme intérieur adéquat à une scène aussi. Ce qu'on appelle improviser, pour moi, c'est souvent, plus que de rajouter des mots, c'est souvent d'allonger un silence ou de le raccourcir ou de mettre un coup de speed à un moment et de ralentir derrière. Enfin, c'est une chose j'ai un rapport, je crois, très rythmique au jeu. Ouais. Ça vous vient d'où? Peut-être de mon amour pour la musique. Sans être musicien professionnel, je suis vraiment très mélomane. Et puis peut-être aussi de ma méfiance à l'égard des mots, qu'en tant qu'acteur, je suis là pour transmettre des émotions, des sensations, et pas forcément des concepts. Et que dès qu'on nomme trop les choses, on risque de les figer trop, alors qu'un rapport plus musical, pour moi, est plus sensible, et donc plus incarné, je pense. Oui, vous faites partie de ces acteurs dont on dit à chaque film qu'ils sont dans le ton, qui sont justement crédibles. Oui. Et donc votre méthode d'immersion, est-ce qu'elle change à chaque film ou... Oui, je crois. J'essaye de ne pas avoir une chose que j'applique, mais après, quand je parle de rapport rythmique, de choses comme ça, c'est qu'à force, on finit par reconnaître un peu des traits communs dans sa manière de fonctionner. Mais j'essaye surtout à chaque fois d'être, je dirais, le meilleur partenaire d'un réalisateur ou d'une réalisatrice à raconter une histoire avec. Et donc j'aime qu'on m'embarque dans l'ensemble, pas juste comme une marionnette ou un objet. J'aime finalement que les réalisateurs partagent avec moi aussi la vision instinctive d'ensemble de où est-ce qu'ils veulent amener le film. Et moi ensuite d'essayer de le retraduire à ma manière par l'incarnation, quoi. Le film Les Promesses parle d'insalubrité d'une cité de banlieue parisienne. Est-ce que c'est un sujet qui vous tient à cœur, que vous pourriez vouloir défendre, ou en tout cas essayer de lutter contre, à votre manière, en interprétant ce personnage, vous le faites? Oui, en tout cas, ça m'intéresse que si notre film marche, si on en parle, s'il a un certain retentissement, il peut aider à ce que sur la table du débat politique, la question de la politique de la ville et de comment vivent les gens dans ces quartiers qu'on
qu'on caricature beaucoup trop souvent, les quartiers dits de banlieue, qu'on puisse aussi porter un autre regard dessus et qu'il y ait une véritable responsabilité des politiques qui soit prise par rapport à ça. Oui, ça, je me sens totalement en phase avec ça. Et je me sens totalement en phase avec le fait que dans notre film, ces quartiers-là ne sont pas du tout pris sous l'angle de la délinquance, de l'islamisme, de la police, enfin bon... voilà, c'est un film qui se passe en banlieue, il n'y a pas un seul flic qui apparaît à aucun moment dans le film. Et moi, la plupart des gens que j'ai rencontrés, c'est pas un milieu qui m'est si étranger que ça. Hein. Effectivement, comme vous le disiez au début, j'ai grandi en quartier, je connais ces réalités-là, même si je n'y vis plus aujourd'hui. Mais ce que je retrouve, et que je retrouve encore quand je vais tourner à la cité du Chêne-Pointu, à Clichy, quand on tourne, c'est la responsabilité des gens, le soin, la citoyenneté, les vertus d'honnêteté que les parents tentent de transmettre à leurs enfants, et le courage. Le courage des gens qui n'ont pas des vies avec tambour et trompette et reconnaissance, et tout ce que vous voulez, et qui pourtant, dans des conditions extrêmement difficiles, prennent soin et n'aspirent qu'à une chose, c'est à vivre pleinement leur vie et, je pense, leur citoyenneté. Et donc, je pense qu'il y a un grand déficit du politique dans la prise en compte de ces personnes. Et en termes de citoyenneté, est-ce que vous vous sentez aussi un rôle ou une mission pour encourager le vote, par exemple? Ou est-ce que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, ça? Alors, c'est en dehors de vos cordes ou de votre volonté? Oui, non, j'essaye de rester à ma place aussi et je ne me verrai pas... c'est là pour moi que je passerai la ligne de quelque chose qui n'est plus de mon domaine, quoi, de dire... parce que je suis acteur et que j'ai un porte-voix, alors je vais vous dire ce que vous devez faire. Non, moi je suis juste un citoyen comme les autres qui a la chance de vivre une vie d'artiste. Et c'est les histoires qu'on raconte qui peuvent peut-être parfois faire bouger des choses, mais je n'ai pas ce rapport-là avec le public, entre guillemets, de dire aux gens ce qu'ils pourraient faire ou ce qu'ils devraient faire. Certains acteurs s'engagent auprès d'hommes politiques. On a connu quelques acteurs qui étaient derrière François Mitterrand, il y en a eu quelques-uns. Est-ce que vous seriez prêt à mettre votre nom derrière un homme politique? Non, je ne crois pas. Je ne pense pas que ce soit ma place. Je ne dis pas que c'est pas la place des acteurs en général, mais je suis trop attaché à une forme de liberté pour, à un moment... J'ai jamais été un animal de meute, quelqu'un qui se rassure dans les groupes ou dans cette appartenance-là, des partis, des groupes, etc. J'aime la liberté et par contre, je pratique ma citoyenneté dans mon quotidien, mais pas comme un acteur, comme un citoyen. D'accord. Vous jouez avec... vous donnez la réplique à Isabelle Huppert. Qu'est-ce que c'est que jouer avec Isabelle Huppert? C'est jouer avec une immense actrice. C'est extrêmement stimulant, excitant. Donc je suis honnête, mais je mens. Mais pas du tout. On lance réellement la procédure. Qu'on s'est perdu d'avance. Une promesse non tenue, c'est pas un mensonge. Ah bah, si on sait dès le départ qu'elle pourra pas être tenue, si. Mais est-ce qu'on sait dès le départ qu'elle pourra pas être tenue? Bah, bien sûr que oui, on le sait, parce que sinon on aurait lancé la procédure depuis longtemps. Non, l'étude ne dit pas que c'est ingagnable. Bah, en gros, si. En gros. Et ça veut pas dire qu'il n'y a pas une toute petite chance. Qui serait déraisonnable de courir. Mais qui existe. Pas pour moi. Pas pour toi, mais en soi, elle existe. Bref. C'est pas une fausse promesse, et encore moins un vrai mensonge. Je savais que c'était elle qui allait jouer Clémence quand j'ai lu le scénario, donc j'avais en tête son image, sa voix lors de la première lecture du scénario, et puis tout s'est fait avec beaucoup de simplicité. On s'est rencontrés, on a pris les scènes les unes après les autres, avec quelque chose l'un et l'autre de très affirmé, mais aussi beaucoup de
d'écoute et de place donnée à l'autre. Et c'était vraiment une belle danse qu'on a pu danser ensemble. Il y a une complicité quasi filiale entre vos deux personnages, non? Filiale ou fraternelle, mais oui, une grande complicité, une forme d'admiration réciproque et un duo, j'espère, original de cinéma. Kateb en arabe, c'est le scribe, n'est-ce pas? Oui, en tout cas, ça vient de Kitoub, le livre. Ouais. Celui qui écrit, oui, Ouais. D'accord. Votre grand-oncle était le poète Kateb Yassine. Quel rapport entretenez-vous avec les mots, l'écriture? Oui, alors le rapport que j'entretiens avec la poésie de Kateb Yassine, ça a été une des choses fondatrices pour moi. J'ai commencé mes premiers cachets d'intermittent du spectacle, c'était sur un spectacle que j'avais monté où je disais des poèmes de Kateb Yassine avec des musiciens dans des MJC, des théâtres, des bibliothèques, différents lieux. Et c'est des textes que je redis de temps en temps dans des lectures ou dans des événements auxquels je peux participer. Moi-même, enfin, je suis en train d'écrire un long métrage là en ce moment, un film que je veux réaliser. Donc, il est là en ce moment, mon rapport à l'écriture, mais je ne suis pas seul. Je travaille avec Fadette Drouard, qui est une scénariste, et on coécrit un scénario en ce moment. Donc un autre film qui succédera au Clown? Oui, donc, qui sera du coup, pour le coup, un premier long métrage, puisque mon court métrage où il y avait des clowns, Pitchoun, c'était un court. D'accord, et donc là, vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce film, en écriture? C'est l'histoire d'une danseuse acrobate qui va se blesser et qui ne va plus pouvoir finalement faire les numéros qu'elle faisait lorsque son corps était valide, qui handicapé pendant une période de sa vie et en besoin de cachets d'intermittent, justement, faute de mieux, va avoir l'occasion de rentrer dans ce monde des clowns à l'hôpital et qui va, à travers différents accidents et tout un cheminement, se révéler en fait à cette chose-là. Donc c'est un film, je dirais, un peu un film initiatique avec comme rôle principal une jeune femme, un personnage féminin. Et vous joueriez dedans? Et je ne jouerai pas dedans. Non. Et Philippe Rebaud ne jouera pas dedans? J'espère, s'il accepte le rôle qu'on lui écrit. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous.